les huîtres sont laiteuses, au moment du 14 juillet, c'est un peu, on résume, mais dans tout le mois de mai, elle fait sa maturation au niveau de ses gamètes. Donc dans une huître elle peut être une année mâle, une année femelle. Donc il n'y a pas de... L'année après, elle peut passer femelle. C'est vraiment... La théorie du genre chez lui. voilà. L'idéal, le meilleur cas de figure, il faut que les huîtres délaitent tout en même temps. Ça, c'est le meilleur cas de figure. Si, par exemple, au 14 juillet ou le 10 juillet, il y a un orage, un choc thermique, elles se mettent à délaiter tout en même temps. Donc là, il y a une fécondation qui est vraiment régulière. Et là, vous avez des millions de larves dans l'eau. C'est ce que je disais. Donc le striculteur, on fait un suivi des larves. Au niveau on ne prend pas mètre cube et demi. Qu'il y a un technicien qui cherche. C'est ce que je disais, ma plus grosse pêche de larves, c'est 3,5 millions de larves au mètre cube et demi. Vous imaginez, c'est énorme. Ça peut être, donc sur l'ensemble de la baie de Bourneuf, c'est des milliards. Cette année-là, on a récolté 500 huîtres par coupelle. Donc les coupelles, ce qui est en plastique sur le cribleur, on va en voir tout à l'heure Donc pour ça. Mais c'est ce que je disais quand j'ai eu mes 3. Il y a quelqu'un au magasin? 3,5 millions. La semaine d'après, il n'en restait plus que 500 000. Et la semaine d'après, il ne me restait plus que 5 000. Quoi. Oui, pour vous donner une idée, il y a 20 ans, on mettait 20 000 coupelles. Maintenant, on est rendu à mettre 200 000 par rapport aux mortalités. Pour avoir des volumes d'essais importants. Ah bah oui, on passe notre temps à mettre du naissin, à récolter du naissin. Pour arriver à des résultats moyens. C'est comme ça qu'on a pallié, parce qu'il y a 7-8 ans, tout le monde disait il n'y a plus d'huîtres, tout ça. Maintenant, il y a plus d'huîtres. Dire qu'il y a moins de mortalité, c'est pas sûr, mais par contre, on en met, voilà. Alors sur une poche, on aurait mis, comment dire, on aurait mis 1000 huîtres, on en met 3000 ou 4000. Et on sait que quand on va la relever, il n'en restera plus que 1000 ou 800, des fois. Ça dépend des moments. On aspire l'eau, on la monte par gravitation jusqu'en haut. Donc on a un grand bassin là, de 2500 m². Ouais. Et là, on stocke l'eau. Donc c'est en commun, c'est une association. C'est l'association des striculteurs de la Bernerie. Donc on a un pompage en commun, on fait le pompage. Donc ce pompage, après, on monte l'eau. Donc on est tous à peu près, la zone à redescend. Donc du coup, on tire par gravitation. Quand je tire mon tuyau, j'ai de l'eau de mer à profusion, enfin à profusion selon ce qu'on a pompé, mais en permanence. Donc déjà, il y a un décanteur, la réserve et les bassins. Donc déjà l'eau elle arrive, elle est claire, elle est déjà déposée. Donc c'est pour ça qu'on a déjà un préfiltrage, enfin c'est pas un filtrage, mais c'est un dépôt naturel quoi. C'est par les étapes. Et donc du fait que comme ça on a une eau très claire, donc ça permet de l'oxygéner et d'avoir la purification. Parce qu'ici ces bassins, c'est des bassins de stockage et de purification. Donc nous, on doit purifier pendant 48 heures. Donc elles ne grossissent plus dans les bassins? Ah non, là c'est vraiment le stade de purification. Donc là, elles sont en train de s'affiner, enfin un certain affinage de qualité d'eau, vraiment avoir une qualité de chair. Quoi. Mais là, elles sont stoppées. C'est vraiment le dernier voyage pour elles. C'est là que commence l'élevage. Donc là, ça sort au bout de la machine et on met les sacs. Vous voyez, par exemple, si c'est selon la taille, on met du sac de 4 mm, on a des sacs de 6 mm, ça c'est du 6 mm, on a du 9 mm et du 14 mm. Donc voilà, et donc ce qui se passe, c'est que selon les années, on prend la première année, on met en maille de 4 ou en maille de 6, la deuxième année on dédouble, on en met 508 dans les mailles de 9, et la dernière année on en met 250 pour arriver à être vendable. Et si vraiment il y a une différence de taille, on a des cribleurs, on crible les tailles pour gérer les tailles. C'est pour ça que si vraiment au bout de 3-4 ans, il y a une huître qui ne veut plus pousser chez nous, on les envoie en Bretagne. Le changement d'eau, ça les motive. Les huîtres aiment bien se promener. Alors, vous voyez, donc un petit tour de camion, un petit tour et ça la promène et c'est ça. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de camions et de semis de poche qui se déplacent parce que l'huître est baladée. Hein. Au début, elle était baladée jusqu'en Normandie, maintenant c'est l'Irlande et puis ça va au fond, ce qui est noir. Ah là-bas, oui. Ouais, c'est le bouchon à moules où ils font l'élevage des moules avec les pieux. Après, comme je parlais tout à l'heure, la zone des moutiers en rec a été disparue. On voit les vestiges des tables là-bas au loin. Oui. Ça a été envasé, il y a eu un envasement important.
Le problème, c'est ce que je dis tout le temps, là, pour moi, la baie de Bourgneuf, c'est comme une bassine. Et au fond de la bassine, bah, il y a l'envasement. On voit bien la hauteur, on voit bien les niveaux que ça descend. Et le fond de baie, bah, il s'envase régulièrement. Bon, après, on nous dit il y a 200 ans, on allait les bateaux monter jusqu'à Machecoul. C'est vrai que maintenant, pour monter à Machecoul, ça serait plus compliqué. Mais déjà, de rentrer aux Colettes, c'est déjà, il y a de l'envasement. Ouais, hop là, on se dépêche. Ouais, voilà. Les moules, ça commence au mois de mai. Et ça, c'est pas rigolo. Quand on est en production de moules, c'est pas rigolo du tout. Donc du coup, bah, on est obligé de les mettre au soleil pour un peu qu'elles se décollent. Vous voyez, on attache les poches. Quand on attache les poches. J'ai vu, je voulais vous demander. Voilà, et quand, vous voyez, comme ça, on tape pour les débourrer. On entend le bruit de coque, mais le fait de, vous voyez, quand on les tourne, bah, normalement on tape avec un bout de bois forcément. Et on décolle parce que vous voyez, les huîtres ont tendance à se coller par les moules et tout ça. Donc on est obligé de décompacter. Vous voyez, ici elles sont trop compactées. Dès qu'il y en a une qui sort du lot, vous voyez, déjà elle va être plus belle, vous voyez. Ouais. Elles sont, mais en dessous, bah, déjà elle a pris une forme un peu tordue, vous voyez. Et ça c'est perdu déjà. Une huître qui est comme ça, on fera jamais une belle huître même dans une poche. Que par contre celle-là, il y a espoir, celle-là, elle sera meilleure si elle commence à... Et le but, c'est d'avoir des huîtres qui font une belle forme dès le départ, quoi. Donc là, vous voyez, les petits sacs. Là, il y a des mailles de 9, mais on a vu aussi, il y a des mailles de 4, par exemple. Donc, vous voyez, pour faire une moyenne, il y a déjà 2 de mortes. Oui. Et 4 de vivantes. Donc ça, bon après, oui, peut-être que c'est mieux, moins pire ailleurs, mais... Oui. Par contre, voilà. Par contre, ça passe du temps. C'est le problème, c'est arriver à se caler. Parce qu'après, mettre des horaires en place, c'est quasiment impossible, ça faut être clair. Même que tu mets des horaires, bah, les gens ils sortent de l'été, ils sortent de la plage, ils vont chercher des moules, ils vont venir à 6 h. Moi, des fois, ça démarre la vente à... J'ai vu personne de l'après-midi, puis à 5h30, ça commence jusqu'à 7 h. Parce que les gens sont en vacances, parce que voilà, et puis parce que les gens travaillent, ils vont, voilà. Donc les horaires, c'est au niveau décalage, c'est vraiment, il y a des amplitudes. Et puis des fois, sur le coup de midi ou à midi et demi, 1 h, tu as des gens qui arrivent, ils veulent manger des huîtres, voilà. Mais bon, ça c'est le problème de la production. On passe beaucoup de temps à la production, beaucoup de temps à la vente, mais c'est comme ça, quoi. Ah, il est excellent, il faut pas... Elle est d'un... Ah ouais, ouais. Il commence à construire là, alors qu'il est... D'accord. Ah oui. C'est parti de très départ. Ah, c'est pas mis la avec ses pieds. D'accord. Ça a signé le coup. C'est quelle heure demain la visite? Alors c'est une demi-heure plus tard. On sera là vers 10 h. Vous pouvez vous servir, hein. Elles sont prêtes à avaler. Mais il fallait l'appeler.
En partie, on va essayer de naviguer seul, d'accord? Donc en partie en optimiste. J'aime bien la musique anglaise. Et vous allez partir sur les bateaux qui sont là, seuls, d'accord? Comme c'est un relais, vous ne partirez pas tous en même temps, bien sûr. Donc on va faire une ligne là, si vous regardez bien, si vous écartez un petit peu, on a fait une ligne. Tu sens dans l'air, nos vies rêvées, nos espoirs éternels, tous ces mystères que l'océan déchaîne. Un voyage en mer, des violons, des voix, sans oublier d'être bien accompagné. Que les jours passent de plus en plus vite, des appels au secours sous les drapeaux qu'on agite, les guitares le soir, les violons plein les poumons, bercés par la scène, on sait qu'on va ces sirènes, c'est le vent de l'ouest qui t'emporte, te déleste dans la nuit, dans un dernier geste, il te porte et tu restes loin de l'ennui. Oh, oh,
quoi? Un ici, un là, un là, un là, un là. Alors souvent les palourdes, quand la mer elle descend, elle commence à s'enfoncer. Mais s'il y a un rocher ou une barre de roche, bah, vous allez en avoir 3 ou 4 qui vont s'enfoncer. Alors faut faire attention parce que ça se trouve, il y en a 4, 5, 6. Et là comme je suis là, je vois qu'il y en a un trou ici aussi. Alors, en fait, oui, mais il faut absolument regarder, se baisser. Alors, on peut se baisser 50 fois, mais dans des petites marques comme ça, on essaie de se baisser une fois, et puis hop, une fois qu'on est baissé, on commence à pêcher. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop. Alors, il y a un truc aussi, les palourdes, ce qui est rigolo, c'est que plus le trou est gros, plus la palourde est petite. C'est assez naturel, parce que comme elle est petite, elle a besoin de plus respirer, donc le trou s'élargit. Alors que la palourde qui est plus grosse, elle a plus de réserve d'eau. Avec un couteau sans dents, on va prendre... Vous voyez, l'intérêt d'avoir une palourde, c'est que d'un côté, elle est plus petite, plus fine, et de l'autre côté, elle est plus large. Et bien là, c'est plus solide. Et c'est plus épais. Donc, vous prenez le couteau à lame sur la fente, la rainure. Côté plus fin. Oui. Et là, on va l'ouvrir comme ça, sur la tranche. Alors, il faut faire attention, parce que ça risque de couper ici. Mais là, c'est ça, comme ça. Le tendon. La petite coquillette qui croustille sous la dent et qui est désagréable. Donc là, après, bah, avec le couteau, je pense que vous avez déjà mangé des palourdes. Crues, non? Autrement, vous pouvez les faire cuire. San Francisco!
à départ du voyage, à poster chez les bivordés, à virer pour l'appareillage, pour tâcher qu'à souper le wallet. En route pour l'Europe pendant tout un mois, 8 jours à la cape et dedans le calme plat, des biscuits, du vin, du rhum, du caviar, un coup de jarron dans les coups de l'envoi. Oiseau billard, c'est le nom de matelot, car dans le mauvais temps il voltige au plus haut. 8 jours de folie à l'escale de Rio, 2 mois à souffrir pour rejoindre